Jeudi, jour de paye, mais aussi jour de podcast Leader RH. Merci de me prêter un bout de vos oreilles pour vous parler et vous faire découvrir des leaders RH de la communauté au Québec. Aujourd'hui, je me suis entretenu avec Alan Boudreau, qui est directeur talent et culture chez Boulangerie Humanité. Alan, c'est la fougue, c'est la jeunesse qui représente beaucoup de nos RH dans une organisation manufacturière, plusieurs usines, des acquisitions, pas trop de système. Il y a son système D énormément élaboré, un peu technologique sur les bords. Il découvre des outils, des façons de faire pour rendre sa vie plus facile, puis aussi établir un peu sa crédibilité auprès du comité de gestion et les autres membres de l'organisation pour démontrer la valeur et la pertinence de la fonction RH. Donc, on parle, oui, de techno, on parle d'acquisition de talent, on parle d'acquisition d'entreprises aussi, comment on merge des cultures quand on achète des entreprises. Puis on parle aussi Scoop, il y a un nouveau titre, une nouvelle fonction, un nouveau rôle qui va rentrer en début de l'année, qui intègre aussi la transformation numérique. On entend souvent parler de transformation numérique, mais de mettre ça sous le chapeau des RH, je le vois de plus en plus. Puis j'aime sa perspective de l'idée en soi. Alors, bonne écoute. Et puis, si vous aimez les podcasts et si vous aimez les entrevues, merci de vous abonner à notre page, de partager à vos collègues et vos amis pour faire rayonner notre communauté de leaders RH. Bonjour Alan. Bonjour Michel. Ça va bien? Ça va très bien toi? Yes. Donc, Alan Boudreau, directeur culture, talent et culture chez Boulangerie Humanité. Exactement. Là, tu m'as confié quelque chose quand on s'est parlé. Tu viens de Fermont. C'est la première fois que je connais du monde fly-in, fly-out de Fermont ou qui ont fait. Toi, t'es né là-bas. Moi, je suis. T'es un peu produit fermontois, là. Un vrai de vrai qui est rendu en ville. Ah, OK. Ouais. Fait que t'as connu le mur. Puis Le fameux mur que tout le monde parle. Ouais. OK. Oui, exactement. C'était quoi vivre là-bas? Tu sais, il y a les minières, les compagnies, il y a du monde qui viennent de partout puis qui s'en vont. Mais toi, t'étais de la place. Ça s'est-tu paru à l'école, dans tes amis? Puis, Ben exactement. Tu sais, c'est sûr, c'est une petite communauté. Fait que t'es habitué d'être dans des petites gangs. Fait que tout le monde se connaît. Tu sais, tout le monde connaît les enfants de tout le monde. C'est vraiment des dynamiques qui sont différentes. Versus, je vais dire, plus en ville. OK. C'est vraiment différent. Tu sais, tout le monde se connaît vraiment. Tu connais le boss de l'autre, tu connais la prof, c'est l'ami de tes parents. C'est vraiment des dynamiques qui sont C'est différentes. fait serré tout le temps. Ouais, c'est ça. Tu sais que t'es watché par tout le monde un petit peu. Là, OK. ouais. Puis une carrière dans les mines, ça te tentait pas? Ça m'a tenté, mais l'amour m'a ça? retenu à Québec. À C'est Québec. pour ça que j'ai jamais retourné à Fermont. Puis mes parents sont déménagés. Mon père a pris sa retraite. Puis ma mère a déménagé également. Fait que c'est ça qui fait que j'ai quitté vraiment Fermont au bout de la ligne. Ouais. Puis comment les RH sont rentrés dans ta vie? C'était un peu une surprise. C'était pas vraiment ça que je m'enlignais dans la vie. Je m'en allais comme en architecture. OK. J'ai commencé une technique d'architecture, mais je suis quelqu'un qui est beaucoup curieux dans la vie. Fait que j'ai fait je pourrais faire architecture, je pourrais faire ingénieur, je pourrais faire plein de choses. Fait que j'ai passé à plein d'affaires. Puis finalement, j'ai fait architecture. J'ai fait une demi-technique au cégep de Lévis. C'est là que j'ai déménagé pour mes études parce qu'à Fermont, justement, on n'a pas de cégep. Il faut vraiment s'en aller quand on a fini le secondaire. Secondaire, c'est terminé. C'est après, on s'en va en ville ou une région la plus proche là, pour aller étudier. Fait que c'est ça. Fait que j'ai fait architecture. J'ai fait ma première session, ma deuxième. À ma troisième session, j'ai fait c'est pas ça que je veux faire dans la vie. OK. Je sais pas vraiment ce que je vais faire. Fait que je vais finir en sciences humaines. Fait que j'ai connu le DEC général. Je connaissais pas ça. J'ai juste terminé, dans le fond, mon DEC pour pouvoir rentrer à l'université. Puis c'est là que j'ai fait, je vais aller en admin. Je sais pas trop ce que je fais dans ma vie. Fait que ça m'a toujours un petit peu intéressé, les affaires, apprendre plein d'affaires. C'était généraliste. C'était très général. Tout, puis... Je pouvais faire un peu de ce qui me tentait. Au début, je m'en allais en marketing, mais c'est pas ça que la voie m'a porté. Fait que j'ai décidé de m'inscrire à l'Université Laval au début. Puis j'ai découvert que l'UQAR existait à Lévis à ce moment-là. Fait que c'est là que j'ai décidé de... J'ai mis ma candidature, si on veut, d'admission. Fait que t'as switché, exactement. Fait que j'ai fait un bac d'admin. Puis j'ai fait, on va commencer avec ça. Pas sûr, ressources humaines, marketing, pas sûr, finance, ça m'intéresse pas. Fait qu'on essaye. Puis j'ai fait, finalement, on va faire des RH. Puis finalement, c'est ce que je fais dans la vie maintenant. Puis je me suis inscrit aussi à une maîtrise, un MBA en innovation. OK. Mais entre-temps, j'ai eu un emploi
Puis à ce moment-là, j'ai décidé de continuer de travailler plutôt que terminer mon MBA à la place. J'ai eu un parcours, j'ai fait un certificat en RH à l'UQAR, puis j'avais fait un cours à Laval dans un auditorium. À l'époque, puis là, tu tombes à l'UQAR, qu'il y a 45 personnes dans la salle, la plupart travaillent aussi. Exact. C'est tout un clash. T'as-tu aimé la différence? Moi, j'ai plus aimé l'UQAR de ce que j'ai connu parce que je viens encore faire un lien avec Fermont. J'étais habitué à des petites classes. T'sais, nous, on a fini 18 finissants au secondaire. Là. Ah, le bal des finissants, ça va vite? Ouais, ça va très vite. On n'est pas beaucoup, puis ça va vraiment rapidement. Puis non, c'est ça. Fait que c'est vraiment ce que j'ai aimé. C'est des petits groupes, des petites gangs. Puis les profs sont très faciles d'accès. Ah ouais, mais c'est ce que j'ai adoré de l'université l'UQAR à cause de ça. Te lever devant la salle, il y a 150 personnes poser une question versus juste faire des travaux d'équipe, l'interaction avec les profs, c'est vraiment plus le fun à l'UQAR. En tout cas. Oui, c'est vraiment plus le fun. Ce segment n'est pas commandité par l'UQAR. Ça m'a fait penser à ça. Puis, t'es quoi ta première job, dans le fond? Là, t'as étudié en RH. Oui. Puis ta première job en RH? Ben, si on compte le stage, mon premier que j'ai vraiment touché à l'emploi, ça va être mon stage en ressources humaines chez ArcelorMittal. J'ai retourné à Fermont. OK. Dans le fond, mes parents étaient encore là à ce moment-là. Fait que moi, j'allais faire mon travail d'été là-bas. Puis là, mon dernier, ça a été vraiment stagiaire en ressources humaines là-bas. Fait que j'ai vraiment été dans une équipe RH, là, comme stagiaire. Fait que je faisais vraiment ce qui était de la saisie de données. J'étais avec tout le monde. Là. C'est ça qui était le fun. J'étais vraiment inclus dans plein de... dans des comités de... J'ai eu du monde se faire recevoir des mesures disciplinaires. Tu sais, j'ai vraiment appris plein. OK, c'est comme si tu j'étais observateur. T'étais observateur, ils te traînaient un peu partout. Là. Exactement, ils m'ont traîné vraiment partout. J'ai fait plein de choses. J'ai écrit des mesures disciplinaires, j'ai écrit des griefs. J'ai vraiment touché aux premières choses, tu sais, appliquées dans le milieu de travail. C'était vraiment cool, j'ai été accompagné tout le temps. Tu avais travaillé là quand tu étais étudiant? Oui. Tu avais été de l'autre bord de la table. Exact, j'ai été de l'autre bord de la table. Puis tu sais, moi, mon père, il a travaillé 30 ans. Là. Fait que je connaissais déjà tout le monde. Moi, j'ai toujours été à la mine. C'était un peu mon quotidien, si on veut. J'y allais souvent l'été voir mon père. On faisait des visites de mine. J'adorais ça. Puis t'entendais parler le soir aussi. Ah, il s'est passé telle affaire. Des négociations, des conventions. Là, t'étais sur l'autre bord. Non, c'est ça. Mon père était gestionnaire. Fait que j'ai toujours connu aussi ce côté-là. J'ai moins connu l'autre côté. Fait que moi, j'étais vraiment... l'été, mon travail étudiant, c'était concierge. J'ai adoré cet emploi. J'avais vraiment du fun. Puis quand j'ai fait mon stage, c'est ça, là, j'ai vraiment appris plein de choses. Puis le fait d'avoir travaillé là, d'avoir été... C'est plus le fait que les gens te connaissaient déjà qui a aidé à ce qui t'amène partout. Parce que des fois, les stagiaires... des fois, c'est rough un peu. Exactement. On est mis de côté un peu. Mais là, toi, ils te connaissaient. Fait que... Exact. T'sais, tout le monde me connaît un peu. C'est ça aussi, une petite communauté. Tout le monde te connaît. Tu ne connais pas nécessairement tout, mais tout le monde te connaît. Okay. Fait que non. Puis, déjà, connaître le milieu de travail, ça faisait déjà 5 étés que je faisais. Oui, je connaissais tout le monde, mais je connaissais aussi le milieu. J'avais baigné dans le milieu. C'était facile comme stagiaire à intégrer. Tu rentres, tu n'as pas besoin de te faire apprendre tout. Tu connais déjà beaucoup de choses. Puis c'est là aussi j'ai appris à faire des présentations devant les gens. On en fait à l'université, mais là, appliqué dans le milieu de travail, c'est différent. La dynamique est vraiment différente. Parce que? Parce que, tu sais, t'es moins... comment je dirais ça? T'es pas évalué. OK. Il y a une différence, je trouve, d'être évalué à l'université. Puis quand on le fait devant les gens... Ils nous évaluent, mais ils ne nous donnent pas de notes. Ouais, exact. Ils nous jugent. C'est pas une évaluation. On le sait pas. On le sait pas, ce boulot. OK. Fait que là, tu as fait ce stage. C'était le stage qui était crédité là, pour. Exact. C'était ça ou un travail de mémoire là, à l'université. Fait que moi, j'ai décidé de faire le stage. Là, j'avais une bonne plug pour y aller. Puis par la suite, c'est ça. Fait que dans le fond, je suis revenu. Puis j'ai terminé ma dernière session. Ouais, c'est ça. OK. J'ai terminé ma dernière session. Puis à la suite, j'ai rentré, je me suis inscrit au MBA, comme je disais. Puis c'est à ce moment-là que j'ai eu mon emploi chez Randstad. C'est une de mes amies qui était déjà chez Randstad actuellement et qui m'a fait rentrer là, comme un emploi temporaire qui devait durer 3 mois initialement. Pour faire du recrutement. Pour faire du recrutement. Puis c'était des emplois de production? Fait que c'est du volume. Exact. C'était vraiment du volume. C'est un emploi de 3 mois parce qu'il y avait vraiment un surplus de recrutement à faire. Fait que j'ai été faire ça. Puis par la suite, finalement, mon contrat a été prolongé d'un autre, quelques 3 mois. Fait que j'ai continué tout ce qui était industriel, léger, lourd aussi. Là, ça s'est un petit peu réorganisé. Fait que je faisais ça aussi. C'est sûr, ce que j'ai aimé de cet emploi-là, c'est que j'ai appris le marché de Québec.
OK. Moi, je viens d'une petite ville où il n'y a pas vraiment un marché de l'emploi. C'est très différent, le fonctionnement des emplois, parce que tu as un gros employeur général dans toute la ville. Puis là, tu sais, tu as plein d'entreprises différentes, plein de choses. Comment le recrutement fonctionne ici, c'est différent. Tu sais, à Fermont, quand je faisais du recrutement, je faisais venir les gens en avion à chaque fois pour faire les entrevues en personne. Mm-hmm. Là, c'est pas comme ça. Là, tu peux faire venir les gens au bureau directement, puis tu fais tes entrevues. Puis c'est vraiment une bonne école. Tu apprends plein de choses. Là. Puis SLR devait avoir quand même un gros pouvoir d'attraction. Fait que les gens voulaient travailler pour SLR. Fait que exactement. Tu avais de la candidature. Oui, puis il y avait de la candidature, puis c'est vraiment une équipe qui était à part. Tu avais vraiment une équipe de recrutement dédiée dans ArcelorMittal qui était plus à part quartier Longueuil. C'était eux qui s'en occupaient, puis après, ils nous envoyaient, après avoir filtré et fait les entrevues, c'est nous qui s'en occupaient. OK. À ce moment-là, oui. Fait que là, tu as fait un bout de Randstad, un bout d'agence, puis là, tu as tombé dans la boulangerie. Exactement. Je pensais jamais aller dans le milieu alimentaire. Oui, fait que j'ai eu un emploi chez Boulangerie Dumas. Okay. Puis ils font quoi, Dumas? Boulangerie Dumas, je connaissais pas ça du tout quand j'ai donné ma candidature. C'est des vols au vent, croissants, pâtes feuilletées. Puis maintenant, on fait aussi des chaussons en kit là, qui sont en vente dans les supermarchés. Fait que là, t'étais la première. C'était un poste qui avait été affiché ou t'avais été. Une plug? Ou... non, pas une plug. T'as fait le vrai processus. J'ai fait le vrai processus. J'avais une entrevue et tout. Puis, dans le fond, avant, c'est que c'était une personne qui faisait la directrice de production, puis les RH sur le side en bon québécois. Puis c'est à ce moment-là qu'ils ont décidé de couper le poste en deux, vraiment quelqu'un au RH. Puis la personne qui a pogné le poste est devenue directrice de production. C'est une contremaître qui est devenue directrice de production. Fait que là, j'arrive là, il n'y a jamais de RH, on passe ça. C'est quelqu'un qui faisait des RH sur le side. Il y avait combien d'employés, peut-être? À l'époque, on était peut-être une cinquantaine. Là. Okay, à peu près 50. Là. Fait que, il y avait des besoins RH. Là. C'était pas 12 personnes. À 50, environnement, alimentaire, il y avait de la santé-sécurité, il y avait plein de trucs à faire. Il y avait plein de choses à faire. Puis quand je suis arrivé, il manquait peut-être 16 personnes en recrutement à recruter. Fait que, ça a été... T'étais à moins 16. C'était 50, moins 16. Il y avait le gros mandat, c'était faire du recrutement puis se mettre sur la map, comme on dit. T'sais. Il n'y avait pas de Indeed, de Jobilico, pas de réseaux sociaux en place. Dans le temps, j'ai l'impression de parler comme si c'était là 10 ans, mais Facebook Emploi... Il n'y avait pas ces comptes-là. Non, ouais. Tu sais, Facebook Emploi existait. Ça n'existe plus aujourd'hui, c'est différent. Puis ça l'a amené une dynamique complètement différente au niveau du recrutement. On a eu plein de candidatures. C'est sûr, j'étais tout seul pour tout traiter, mais on avait quand même... Oui, c'était quelqu'un qui faisait sur le site, mais c'était très quand même procédural. Il y a quand même des processus en place. Okay. Fait que tu me dis que la première semaine, tu travaillais dans l'usine? Ouais. Ça faisait-tu partie du processus d'intégration ou c'était par curiosité? Un peu des deux. Parce que... Ou c'était comme undercover boss, puis savais-tu que t'étais le RH qui s'en venait? Moi, je pense que oui, je savais que j'étais le RH qui s'en venait, mais c'était un petit peu des deux. J'étais curieux de savoir, moi, je connaissais pas ces emplois-là. Je donne encore le parallèle avec la mine. La mine, je connaissais à peu près tous les emplois qui existaient. Dans le milieu alimentaire, je connais absolument rien de les emplois, à part quand j'ai fait du recrutement au niveau de Randstad pour différentes entreprises. Mais là, c'est vraiment de mettre la main à la pâte, sans mauvais jeu de mots. Là. J'ai vraiment appris comment faire les postes, comment c'était, parce que c'est tout que des emplois. Il faut être rapide visuel, il faut être attentif à plein de choses en même temps, le faire manuellement, penser qu'il y a une autre affaire à aller vérifier plus loin. Fait que c'est vraiment beaucoup d'éléments. Fait que t'étais pas juste en observation, là. Non, t'avais le cerveau puis tu le faisais, là. Oui, j'avais... Fait que ça a été une bonne école aussi pour, après ça, faire ton recrutement, pour savoir qu'est-ce que t'as besoin comme profil. C'est ça. C'est plus facile au niveau de... il faut que la personne soit vraiment rapide visuellement, il faut qu'elle sache qu'il faut qu'elle manipule rapidement, qu'elle se vire de bord. Puis, des fois, ça permet aussi de savoir... ça permet de questionner la personne. Tu prends cet emploi-là, mais tu comprends qu'il y a ça aussi, ça à faire. Fait que puis non, c'est vraiment formateur. Moi, je pense que quand tu es en RH, l'idéal quand tu rentres, c'est d'aller le faire. Là. Mes employés l'ont fait aussi dans mon équipe RH que j'ai maintenant. Okay. Ils ont été dans les lignes aussi à en faire des fois pour au moins voir, ou au moins faire un tour puis parler avec les gens, savoir comment que ça fonctionne, comment que c'est, comment qu'on fait ça, as-tu une idée? Puis c'est en jasant aussi qu'on un peu c'est Ashton, je pense. Les gens du bureau vont travailler dans les restos aussi pour voir. Fait que d'avoir le concret du plancher, c'est très bénéfique. Exact.
Je prends quelques instants pendant l'écoute de ce podcast Leader RH pour remercier Ansia, partenaire d'affaires en recrutement, pour la collaboration à la production de ces épisodes. Ansia, c'est votre partenaire pour vous assurer que tous vos besoins en attraction, en recrutement puis en intégration de main-d'œuvre dans vos organisations soient couverts par des professionnels. Donc, merci Ansia de faire rayonner la communauté de RH et de mettre à l'avant-plan des leaders RH d'ici. Fait que là, t'étais à moins 16. T'es à moins 16, oui. T'as réussi à tomber... vous étiez à 66. Moins 2. Fait que ça a été beaucoup de recrutement au début. J'imagine qu'il devait y avoir des agences de placement de personnel aussi à cette époque-là, ou c'était vraiment vos employés? C'était vraiment nos employés, puis des agences un peu de temps en temps, quand j'avais vraiment de besoin puis que j'avais pas le temps de m'en occuper, on en prenait de temps en temps à ce niveau-là. Des agences, c'est arrivé plus tard dans la création de Humanité. OK. Fait que là, vous faites ça, l'entreprise, c'est-tu en croissance? T'étais-tu seul au RH? Gérais-tu la paie, la santé-sécurité, toute ta affaire? Ou il y avait un peu de tout dans les dossiers de tout le monde. Mettons, le comptable faisait les contrats de travail à l'époque. Tout le monde faisait un petit peu de son bout en RH. OK. Puis avec le temps, ça a été la comptabilité qui a pogné beaucoup qui fait les payes. Ça a toujours été comme ça. Puis par la suite, on a tout revu ça. Je suis là en place. Fait que là, moi, j'ai pris la santé-sécurité, j'ai pris formation, j'ai tout pris ce qui était des dossiers. C'est sûr que le recrutement, c'est demeuré toujours l'essentiel de ma job à cette époque-là. C'était un besoin criant, là. Puis t'étais-tu dans une dynamique où les gens étaient contents puis étaient contents de se débarrasser, de domper ces projets-là chez vous, ou tu devais aller un peu te battre ou les convaincre? Oh non, ça c'est à moi, ça revient au RH. C'était quoi la dynamique? Ou... Ils m'ont donné assez rapidement les dossiers. Ils étaient contents. Ils étaient contents que quelqu'un s'en occupe parce que moi, je le dis toujours, le recrutement, les RH, c'est un art en soi. Je pense que c'est pas à tout donner à tout le monde. Oui, on peut l'apprendre, mais c'est pas donné à tout le monde. Mm-hmm. C'est à ce niveau-là. Fait que le recrutement était content de s'en débarrasser, puis tous les autres trucs, santé, sécurité, puis qui sont des normes des fois différentes. Là, dans l'alimentaire, tu as les normes de salubrité, tu as santé, sécurité aussi. Exact. Oui, puis tu sais, c'est sûr, ce qui est le fun dans des milieux alimentaires, ce que je trouve actuellement, c'est qu'ils sont habitués à des procédures, ils sont habitués aussi à des règles, ils sont habitués à tout ce genre de choses-là. Fait que c'est plus facile de rentrer de la santé-sécurité. Il y a comme déjà une culture ou un mindset de préparer à suivre des règles. Exact. OK. Puis là, tu trouvais ton bonheur quand même. Ça a grossi, ça a développé. T'as-tu resté tout seul au RH ou ça? Oui, dans le fond, Boulangerie Dumas, moi, je suis arrivé en 2019. Je suis arrivé en 2019 là-bas, au mois d'août. Puis, c'est à ce moment-là, moi, j'ai fait, mettons, un an à peu près. Puis l'été suivant, dans le fond, ça a été vendu à un groupe de Champlain. C'est une corporation financière de Montréal. Okay. Fait que ça a été vraiment vendu à un groupe québécois. Fait qu'à ce moment-là, on était en expansion, en grossissement. On ajoutait une nouvelle ligne de production. Fait que là, j'avais une grosse ligne principale. Là, on a ajouté une deuxième. Fait que là, à ce moment-là, j'ai eu quelqu'un à temps partiel avec moi. Fait que là, c'est la première fois que j'avais un employé avec moi, temps partiel pour faire du recrutement. Parce que là, on devenait de plus en plus gros. Là. On tapait le 80 employés. Là. On était pas mal rendus là. Fait que ta demi-personne, c'était pour le recrutement, principalement. Okay. Exact. Okay. À ce moment-là, puis... C'était ta première expérience de gérer quelqu'un puis de le faire? Comment tu as trouvé ça? Formateur, tu sais, je suis quand même chanceux. Tous les employés que j'ai eus, c'est tous des bons employés. Ils étaient vraiment cool, ils étaient vraiment le fun. Puis ils ont embarqué dans le projet. Puis c'est le fun, tu sais, d'avoir un jeune, tu sais, un jeune à gérer un jeune, tu sais, c'est sûr, c'est spécial. Les autres âges dans l'entreprise, c'était-tu... y avait-tu un clash? Générationnel? Ouais. On a vraiment de tout. Là. On a du vraiment jeune à vraiment plus vieux. Puis même dans l'équipe de gestion? Oui, vraiment dans l'équipe de gestion. Partout, on a beaucoup de jeunes. Fait que on a vraiment du fun, par exemple. On a vraiment beaucoup d'idées. Fait que ça l'amène beaucoup de changements, de projets, d'améliorations, beaucoup. Okay. Vraiment le fun. Puis quel conseil tu donnerais? Ça arrive, là, il y en a plein d'organisations qui n'ont pas d'RH, puis tout d'un coup, ils ont besoin de quelqu'un d'RH. Généralement, c'est parce qu'ils sont écœurés. On va nous prendre quelqu'un pour gérer ça. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui rentre comme un premier rôle RH? Comme un premier rôle RH, puis la première fois qu'il y a là, je comprends que toi, c'était des deux côtés. C'était ton premier rôle, puis en plus, c'est premier dans l'entreprise. Mais si on prend, t'es la première personne RH d'une organisation.
comment prendre ça? Comment établir ta crédibilité? Ouais. Moi, je pense que si je le referais encore, la première affaire que je ferais, c'est que je m'assirais puis je me dirais, qu'est-ce qu'on a de besoin? Tu sais, classer, c'est quoi tes besoins au niveau RH puis en équipe? Tu sais, c'est un travail d'équipe des RH. Tu sais, t'es pas tout seul. C'est un petit peu avec tout le monde. Tu sais, moi, je donne toujours cette image-là. C'est un mur de briques un peu. Là. Les briques, c'est un peu tous des employés. Puis les RH, c'est le ciment qui tient tous les employés ensemble. Tu sais. Un bon ciment va faire que les employés se tiennent tout ensemble. Des bons RH font que les employés se tiennent ensemble. Mais tu sais, c'est vraiment d'écrire tes choses, d'écrire tes procédures. Tu sais, parce qu'on peut jamais prendre pour acquis que tu vas t'en souvenir par cœur. Tu sais. Mm-hmm. C'est bon d'avoir des checklists. Souvent, il y a des choses procédurales qui vont toujours revenir. Moi, c'est le conseil que je donne même aux gens qui me disent qu'ils ont une entreprise. Là, c'est quoi la première affaire que je devrais faire? Écris. Écris ce que tu as à faire. Et fais-toi une liste, un checklist toujours. C'est toujours pratique, puis tu n'oublieras jamais, puis documente. Documente. C'est important. Ça, je le répète souvent, mes gestionnaires sont sûrement tannés de m'entendre à dire ça. Là. Mais documenter, c'est important. C'est important pour avoir l'information parce qu'on ne peut pas se souvenir de tout. Il y a plein de choses à se souvenir. Ça serait le premier conseil, je dirais. Puis après ça, il faut que tu priorises. Exact. Puis avec toute la liste des choses qui est à faire. Exact. Prioriser. Puis ça dépend aussi des entreprises. Il y a des entreprises qui sont à un autre niveau de maturité. Ils n'auront pas nécessairement besoin de recrutement temps plein qui finit plus. Là. Tu vas avoir des entreprises que leur besoin actuel, c'est faire de la santé et sécurité. Il va falloir focusser là-dessus, faire un plan de match, faire un plan d'action, mais avec la direction qui embarque avec toi aussi. Parce que, oui, toi, tu as ton idée, mais il faut aussi que les gens embarquent parce que tout seul, tu ne pourras pas te rendre loin. C'est en gang qu'on se rend loin. T'sais. Puis comment tu peux bâtir cette crédibilité-là avec ton comité de gestion? Où là, t'arrivais d'une entreprise où il y avait quand même des jeunes aussi, puis ils ont fait le choix d'aller vers toi. Ils savaient bien que tu n'avais pas 14 ans d'expérience et tout. Comment on établit sa crédibilité? Moi, je pense que c'est quand tu as un gestionnaire qui te fait confiance, déjà là, ça part bien. Puis pour le démontrer, c'est aussi de montrer que tes projets que tu amènes, c'est pas pour révolutionner la planète. L'important, c'est d'améliorer les choses, c'est de montrer qu'il va y avoir un plus-value au bout de la ligne. Des fois, il faut quantifier un peu en argent que ça va donner. Des fois, l'impact n'est pas direct. L'impact, c'est pas monnayable des fois. C'est ça que je trouve des fois difficile à expliquer le plus. C'est que des fois, tu vas avoir un impact RH, mais qui n'est pas quantifiable en argent, en cash. C'est pas une donnée. C'est un peu de l'instinct que j'appelle. Ou l'intangible. Exact. Tu peux pas... Je fais toujours l'image, tu peux pas le pogner. C'est toujours des choses qui ont un impact, mais qui se quantifiera jamais. Ouais. Puis ça... J'imagine aussi que d'aller chercher rapidement, tu sais, si tu as fait un bon diagnostic ou une liste, comme tu dis, tu es peut-être capable d'aller identifier des quick wins, des petites victoires pour aller établir, plutôt que de dire tout transformer, tout changer leurs affaires, d'aller chercher quelques petites victoires peut, j'imagine, amener de la confiance. Ben oui, exactement. Puis tu sais, quand tu fais ton plan de match, tu fais ton checklist, tu sais, va parler avec les employés. Ils vont tout te le dire. Là. Ils vont te le dire là, ce qui ne marche pas ou ce qui a amélioré ou ce qui a changé. Puis changer la planète, ça ne donne rien que personne ne va embarquer. Faut au moins établir la base. On a toute une base. Des fois, la base est plus basse. Des fois, la base est vraiment au minimum. Des fois, c'est vraiment plus haut. C'est ça à la coche. Puis tu fais, mon Dieu. On va améliorer. On va améliorer. On ne touchera peut-être pas à ce dossier-là en premier. Tu sais, il faut vraiment focuser sur les bons points en premier. Si tu veux avoir une crédibilité, focus sur les bons points. Puis comme tu disais, il faut vraiment faire quelque chose qui est win-win pour tout le monde. Puis des fois, 80-20, là, ça marche, là, la règle. Là. Des fois, des petites choses, puis ça change vraiment la planète. On a changé beaucoup de processus là, au niveau de l'entreprise, au niveau de l'accueil, de l'intégration. Malgré à part du recrutement, ça a été une des choses que j'ai changées. Là. Okay. Vraiment mettre en place une procédure, puis le simplifier. Des fois, je parlais de liste, des fois, on fait une longue liste parce que pour être sûr de rien oublier, mais il y a des choses qui s'automatisent ou qui peuvent se faire tout en même temps. Fait que le processus d'avant puis le processus maintenant que tu l'as fait, c'est quoi les meilleures pratiques en termes d'accueil et intégration? Tout ce qui est niveau processus d'embauche, de recrutement, c'est beaucoup moins long. Il y a beaucoup de choses qui sont automatisées puis tout ne peut pas me rester dans la tête, comme je disais, puis on peut pas envoyer... je peux pas penser à envoyer les 10 courriels que j'avais envoyés avant. Il faut que j'envoie un pour dire que là, il faut ouvrir le dossier d'un tel. Là, il faut ouvrir le dossier à quelque part. Là, il faut remplir la feuille. Là, il faut remplir le questionnaire, je sais pas quoi. Il faut vraiment automatiser. Automatiser ce qui peut être automatisé, puis vous allez avoir du temps pour jaser avec la personne pour le recrutement.
pour l'embauche. Puis après, à l'intégration, bien, tous les gens de l'intégration, nous, vu qu'il y a de la qualité, c'est eux qui vont faire la formation. Chez Boulangerie du Monde, on a une formatrice qui fait vraiment l'accueil de la personne. Fait qu'elle, elle s'assure de compléter les papiers, fait que personne ne court après les papiers. Il n'y a personne qui court après rien. Il y a une pochette d'accueil qui a été mise en place. Fait que toutes les documentations sont toutes écrites. Il y a une checklist aussi pour l'employé. J'ai donné mon specimen check, j'ai donné mes informations, j'ai rempli mon questionnaire, machin. Fait que, tu sais, tout ça, il n'y a personne qui oublie rien parce qu'avant, ça arrivait qu'on oubliait une affaire puis là, on était « Ah non, c'est vrai, il y a un tel, faut pas oublier d'aller faire ça, il faut aller faire son rappel, il faut aller compléter son document. » Fait qu'en automatisant et en ayant vraiment fait une pochette d'accueil, ça a vraiment changé. Puis c'est un détail, là, une pochette. Là. C'est pas compliqué, c'est du papier plié en deux. Là. Mais ça a vraiment changé au niveau du processus d'accueil. Puis au niveau du nouvel employé aussi, de voir qu'il y a un processus plus organisé, plus structuré versus combien de personnes rentrent en poste, puis le poste n'est pas prêt, l'ordinateur, ils ne savent pas, ils sont garochés un peu partout. Hein? Tu rentrais un matin, ça a un impact, je pense, aussi. On dit que dans les premières heures, premiers jours, c'est là qu'on dit on reste-tu en emploi ou on reste pas. Ben, on laisse des fois passer, on échappe la POC des fois, juste en n'étant pas structuré puis pas organisé. Ben exactement, ça se transmet. Puis, tu sais, j'ai des KPI au niveau RH, puis, on l'a vu, nous. C'est le 90 premiers jours le plus important. C'est là qu'on va savoir si la personne va rester ou pas. Habituellement, ça fait 90 jours, elle va rester plus longtemps. Elle va rester. Exact. C'est les 3 premiers mois qui sont importants. Mais ça a vraiment tout changé. Et avez-vous, dans ce premier 90 jours-là, avez-vous plus de check-up, des sondages d'intégration? Avez-vous des moyens de s'assurer, on est-tu en train d'échapper quelqu'un ou... Oui, on a mis en place un suivi. Là, on fait un suivi avec l'employé, ça va-tu bien? Dans le processus d'automatisation, ils reçoivent un sondage après une journée. OK. Comment s'est passée ta première journée? C'est pas compliqué, là. Oui, non, ça vient de tout ou pas. OK. Parfait. Puis aussi, une semaine après, on a le même questionnaire. Ça va-tu toujours bien? Ça se passe bien? Parfait. Puis là, après, c'est plus le gestionnaire qui va embarquer. C'est plus des questions vraiment verbales là, avec la personne directement. Puis je reviens aussi sur l'automatisation. Aussi, on a beaucoup amélioré nos processus de recrutement avec ça. T'sais, on envoie un sondage. Comment avez-vous trouvé le recrutement? Un peu comme du service à la clientèle. On a été vraiment coté, moi, comment vous avez trouvé ça? Ah ouais. Nous autres, on fait ça, puis il y en a qui font comme, ben voyons donc. Vous le mettez au niveau corporatif. Ah, c'est le fun. Félicitations. C'est vraiment... Vraiment bien. Apprenez-vous des choses intéressantes là-dedans? Est-ce des choses qui ont été modifiées ou ils doivent scorer comment ils ont trouvé leur expérience? Oui, dans le fond, ils scorent comment ils ont trouvé le processus de recrutement. Est-ce que ça a bien été? Oui, de 1 à 10. Puis de 1 à 10, c'était-tu assez rapide? Parce que nous, à un moment donné, on voulait aller quand même sur la rapidité parce que on a grossi l'entreprise, fait que ça prenait quand même plus vite, là. Fait qu'à ce niveau-là, on a vu quand même qu'on s'est beaucoup amélioré au niveau, puis il y a une case commentaire. Vous, des choses que vous aimeriez améliorer. Des fois, ils nous disaient peut-être plus expliquer tel point, peut-être plus. Puis nous, on se l'est ajouté dans nos listes d'entrevues. Des fois, on se creuse la tête, mais on a l'info demander aux personnes qui viennent de le vivre. Exact. Le processus d'accueil et intégration, nos dernières recrues, c'est une belle façon de le faire. Là, tu me dis, c'est racheté, ça devient un partenaire financier. Les autres, ils achètent le business puis sont en mode... croissance, puis acquisition, puis ils veulent développer encore plus. Est-ce que ça change au niveau de la façon de travailler, de la culture, de la méthode, de passer, on est dans une entreprise familiale, 50, 60 personnes, puis là, on devient une unité d'affaires d'un groupe. Oui, c'est sûr, ça change. Puis juste expliquer un peu l'histoire, comment ça s'est déroulé. Là. Quand on a été acquis par Champlain, on a fait à peu près 1 an. Puis le février de l'année suivante, il y a eu acquisition de Maison Isabelle, qui est à Trois-Rivières, puis aussi de création de Boulangerie Humanité, qui est le holding, dans le fond, à laquelle appartient Boulangerie Dumas, Maison Isabelle. La même été, acquisition de Aliments 2000. Puis à l'automne 2021 aussi, ça a été acquisition de Pâtes de Lille. Fait qu'on a fait 4 acquisitions dans une année. Fait que c'est sûr, ça amène beaucoup de changements, ça amène beaucoup 4 cultures d'entreprise complètement différentes qui essaient d'être ensemble. Puis à travers ça, on crée un holding. Fait qu'on crée une nouvelle entreprise qui vient par-dessus tout ça. Okay. C'est sûr, ça change beaucoup de Puis y avait-tu des RH dans les autres entreprises que vous avez achetées ou tu te retrouvais... Je me retrouvais souvent être le premier RH dans les autres à chaque fois. Okay? Fait que c'était tous des 50, 30, 40 employés. Ouais. Puis,
Du 20, du 20, 30, 40 à peu près. Fait que pour ces gens-là qui avaient été acquis, ça devenait un nouveau service qu'il n'y avait pas avant. C'était eux autres qui le faisaient. Là, il y avait quelqu'un pour le recrutement, pour le santé et sécurité. Fait que là, ton équipe a dû grandir un peu. Ta demi-personne, as-tu eu l'autre moitié? Oui. Oui, j'ai eu l'autre moitié, puis on est une équipe de 3. OK. Il y a moi qui s'occupe un peu de tout. J'ai quelqu'un qui fait SST, développement durable, qui sont dans les valeurs de l'entreprise. Puis j'ai aussi quelqu'un là, qui est au recrutement, mobilisation, formation. OK. Pour combien d'employés au total? On est 180. Vous ne pourrez pas dire qu'on vous écoute pas. Il y en a plusieurs qui nous demandent où est-ce qu'on a pris le jeu Nouvelle Recrue qu'on joue à la fin de nos podcasts avec nos invités. Ben, vous avez juste à aller sur nouvellerecrue.ca. Il est maintenant disponible en ligne, en commande. Vous pouvez vous en faire livrer puis l'utiliser vous aussi avec vos nouvelles recrues pour apprendre à les connaître dans les premières journées, premières semaines en emploi. Alors, amusez-vous autant que nous. nouvellerecrue.ca. T'as vraiment la job puis le portrait type de ben des RH qui nous écoutent où sont seuls, 1, 2, 3 personnes, 150, 200 employés en tant que tel, puis les RH touchent à tout, un peu. Oui, on touche vraiment à tout. C'est fou comme des fois ils peuvent dire « C'est un projet RH, ça? » Ouais. Ça devient facilement un projet RH. Ça devient facilement un projet RH. Puis qu'est-ce que dans chaque entreprise que vous faisiez acquisition, ben même s'il n'y avait pas d'RH, il y avait une culture, il y avait une procédure, il y avait des échelles salariales, peut-être des conventions collectives. Comment on se positionne pour fusionner tout ça? Ou comment on... Premier conseil à donner, tu n'arrives pas là et tu te dis tu vas tout changer. Okay. Tu commences pas avec ça. Parce que si tu commences avec ça, c'est sûr que ça ne marchera pas. Le premier, c'est de comprendre, eux, comment ils fonctionnent. Tu sais, t'en as qui n'avaient rien. Absolument, juste rien. Il n'y a jamais eu de RH. Tu sais, c'est quelqu'un sur le site qui fait ça un peu, les RH. Puis, tu sais, quand tu as des petites entreprises versus des entreprises un petit peu plus grosses, les réglementations sont un peu différentes parce qu'il y en a qui vont s'appliquer à du moins de 25 employés. Fait qu'ils n'ont pas toutes nécessairement les mêmes règles. Fait que c'est aussi de comprendre les obligations et les dynamiques des gens. C'est sûr qu'apprendre des cultures d'entreprise, tu ne veux pas non plus heurter tout le monde puis dire « Moi, on va tout te changer ça. Là, ce que vous faisiez, c'était pas bon, puis on change tout. » Non. Ça ne marchera pas. Personne ne va embarquer, puis ça ne sera pas le fun pour personne. Fait que c'est vraiment de prendre le temps de comprendre chaque équipe, comment ils fonctionnent. Puis c'est sûr que aussi, tu sais, être RH, tu sais, moi, j'étais à Québec, tu sais, tu as 4 usines différentes. Tu en avais une à Trois-Rivières. Elle de Trois-Rivières, elle ne nous appartient plus maintenant. Mais, tu sais, c'est aussi fonctionner à du distanciel, essayer de faire de la gestion à distance. C'est pas évident. C'est pas toujours facile, tu sais. Puis tu essaies de former les gens, mais c'est plus facile d'être en personne. Fait que des fois, tu y vas, là, mais tu peux pas être là tous les jours. Tu aimerais ça être là tous les jours. Mais ben, même si tu es au bureau 5 jours par semaine, tu es dans 4 sites différents. Fait exact. Faut que tu démontres ta présence un peu partout. Oui. OK. Puis, dans cette transformation-là, comment tu réussis à tirer ton épingle du jeu? Comment tu réussis à... Parce que c'est des nouveaux gestionnaires. T'sais, moi, j'insiste beaucoup sur comment on passe d'un RH transactionnel à plus stratégique. Comment tu fais ça dans un comité de gestion? Comment tu imposes ton tempo? Tu te rends plus stratégique dans ta fonction? Ben, tu sais, c'est toujours la communication, tu sais. Je dis qu'on est en l'air de communication. On n'a jamais aussi mal communiqué de nos vies, là. Puis on n'a jamais eu autant de moyens de communiquer. Exactement, tu sais. Fait que vraiment, tu sais, c'est de prendre le temps de s'asseoir et de dire, regarde, bon, on est tous nouveaux, on se présente, on discute, bon, parfait. Tu sais, maintenant, je suis un peu habitué, fait que maintenant, j'ai plus un checklist. Puis Monsieur Checklist. Monsieur Checklist, j'ai plus des choses à regarder maintenant quand on fait une acquisition, c'est plus facile. Mais tu sais, c'est vraiment de s'asseoir et de dire, bon, parfait, c'est là. Les gens, ils savent leurs priorités, qu'est-ce qu'ils ont à faire, qu'est-ce qu'ils ont à changer, ils le savent déjà. Fait que tu t'assois avec eux, puis tu sais, c'est aussi de leur montrer que tu es là pour les aider. Tu n'es pas là pour les écœurer avec des règles ou les écœurer avec n'importe quoi. Tu es vraiment là pour aider. Puis, tu sais, je le dis, tu sais, mon but, c'est toujours d'enlever un processus à eux. Tu sais. Le processus, moi, je vais le prendre, je vais le gérer. C'est ma job de gérer des processus, puis de gérer que c'est bien fait. Puis qu'on se fera pas, on n'aura pas de questions par le côté où on ne se fera pas avoir. Là, tu sais. Fait que c'est vraiment ça. Puis, c'est de démontrer que tu apportes quelque chose. Tu peux pas dire les gens prennent pour acquis que les RH, c'est bon, c'est stratégique. Là. Non. Ça marche pas comme ça. Ça en faisant des petits projets des fois avec eux, puis c'est de les impliquer dans ton projet. C'est pas de dire, je t'ai fait un projet, puis c'est ça.
Non, tu sais. Tu fais le projet avec eux, puis tu leur fais valider avec eux, tu sais. Regarde, j'ai fait ça. Est-ce que ça t'aide? Ça va-tu t'aider à améliorer? Tu sais, tu vas sauver du temps. Sauver du temps aujourd'hui, je te dirais, si tu fais un projet RH qui sauve du temps, c'est bien gagnant. C'est un bon vendeur. C'est un bon vendeur. Ou qui sauve des sous, là, c'est bon vendeur. Hey, tu disais, des fois, on n'a pas tout le temps, pas capable d'identifier des sous, puis tout ça, mais sauver du temps, ils sont capables. Ouais, c'est ça. OK. Puis, comment dans. Tu sais, là, c'est dans le domaine alimentaire. Tu as dit que tu es rentré en milieu 2019, il y a eu la COVID, vous avez été dans. Fait que 6 mois après que tu sois rentré, tes politiques COVID et tout, vous étiez essentiel. Ouais. C'est pas des métiers qui sont tant valorisés non plus. Comment vous naviguez avec tout ça? Oui, c'est sûr que la période de la COVID qu'on essaye tous d'oublier, ça n'a pas été facile. Le recrutement était très... Ça a été un changement au niveau du recrutement. Avant, j'avais quand même pas si de misère avec le recrutement, avec toutes les plateformes que j'avais développées, les réseaux sociaux, les publicités qu'on mettait, ça allait quand même bien. Avec la pandémie, ça a comme tout changé. Là, tout est parti, fait qu'on recommençait à zéro. Fait que ça a été vraiment de revoir. Puis, c'est des emplois, malheureusement, que je trouve qui sont trop dévalorisés, mais c'est des emplois qui sont essentiels. Ça fait de la nourriture, Mm-hmm. C'est tout ce qu'on a... le but de Boulangerie Humanité, là, justement, c'est de simplifier la vie aux gens. Ben, c'est tous les employés qui fait que ça nous simplifie la vie dans la cuisine. On fait des fonds de tarte, des pâtes à pizza, on fait toutes sortes de produits qui aident. Fait que c'est vraiment, puis c'est des emplois, des fois, qu'on se dit, c'est facile. Hey, c'est pas si facile que ça, là. C'est quand même, tu es dans un emploi qui a des variations de température, il faut travailler physiquement, il faut travailler debout. C'est sûr qu'on a changé aussi les conditions de travail autour. Ça a été un gros changement aussi au niveau de l'entreprise. On a changé nos horaires de travail, on travaille 4 jours semaine. 4-10 heures, 2 fois 10 heures. En le fond, ça roule 20 heures par jour. Puis ça l'a tout changé, là. Ah ouais? C'est vraiment c'est drôle qu'on parle de ça. Cette semaine, justement, j'ai eu du recrutement, puis la personne avait dit, je suis pas sûr chez vous parce que vous avez des horaires de 4 jours semaine. Fait que ça a changé quelque chose au niveau de votre attractivité. Exact. Puis votre type d'employé. Oui, ça a fait un 180 là, au niveau d'avoir les gens, là. Vraiment, c'est plus facile. Fait que je trouve y a-tu eu de la résistance à l'interne? Parce que là, vous opérez 4 jours sur 7? Oui, on opère 4 jours sur 7. Avant, on opérait 5 jours 24-24. Puis on est vraiment productif, là, même sur 4 jours versus le avant. Là. Fait que vraiment, ça vous étiez sur 3 quarts de travail, 5 jours, puis vous réussissez à faire du 4 jours, 20 heures par jour. Oui, exactement. C'est sûr que ce qui change, c'est qu'on a des nouvelles lignes de production aussi entre-temps. Là. D'automatisation. C'est sûr, ça vient aider. Là. OK. À ce niveau-là, mais c'est vraiment un game changer de s'adapter au niveau de travail, famille. Moi, je dis c'est un peu eux ce qu'ils peuvent avoir comme télétravail. Moi, je peux en avoir parce que je travaille je fais un emploi d'admin. Eux, ils peuvent pas en avoir parce que c'est un emploi de production. Mais c'est un peu aussi leur type de télétravail à eux. Là. Mm-hmm. Ils vont avoir 3 jours semaine de congé. Des fins de semaine de 3 jours tout le temps. Je trouve ça intéressant. Des fois, on challenge pas. On prend ça pour acquis. On travaille à tel horaire. Mais j'avoue que c'est un moyen de on se dit, où c'est que je peux afficher? Qu'est-ce que je peux faire? Faut que j'augmente mes salaires. Faut que je fasse ci. J'ai pas d'avantage. On se tape sur le chou parce qu'on dit qu'on n'a pas ci, on n'a pas ça. Puis des fois, on est encarcané. On pourrait-tu avoir des corps de travail différents? On pourrait-tu avoir... Il y a plein de gens qui cherchent du 3 jours semaine ou est-ce qu'on est prêt, d'un point de vue opération, d'avoir... surtout dans des métiers où tu peux être formé puis il y a une vélocité, d'avoir 2 personnes qui font un 3 jours, un 2 et vice-versa en alternance. Toi, ton besoin est là, mais si tu n'es pas prêt à te challenger... c'est ça, là. Tu n'avances pas puis... Puis c'est ça, des fois, c'est juste retourner à la base. C'est des affaires assez faciles. L'horaire de travail, parfait, qu'est-ce qu'on peut améliorer? Des fois, c'est juste changer des choses, c'est remettre les choses. On le fait de même. On pourrait peut-être changer des choses. Puis on l'a appliqué dans toutes nos usines, sont comme ça maintenant. Là. OK, parce que c'était pas... non, c'était tout pareil. C'était tout des 8 heures, 5 jours semaine, nanana. Puis on a tout changé ça. Puis tu vois, les gens sont vraiment contents d'avoir ce type d'horaire-là. Mais pour la gestion du changement de vos gens à l'interne, eux qui avaient déjà un horaire 5 jours, 8 heures, avez-vous perdu des joueurs là-dessus? Ou? Non, ils n'ont pas vraiment. Puis je pense que tout le monde s'est dit, on va l'essayer. Puis on va voir.
On l'a vraiment fait en projet pilote aussi quand on a commencé. On n'a pas été Bing Bang, c'est ça, puis c'est fini. On a fait un projet, regarde, on va essayer une couple de semaines de même, puis comment ça va? Ben, on n'a jamais changé depuis, puis ça a toujours resté. J'imagine que ça a bien été, là. Fait que, ouais, on a toujours resté avec ça. Puis ça joue sur le recrutement, mais ça doit jouer sur la rétention aussi. Oui, on garde vraiment plus les gens qu'avant. Là. J'ai beaucoup plus de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans qu'avant. Là. OK. Parce qu'à un moment donné, avant la pandémie, il y avait beaucoup de roulements. La pandémie, ça a roulé. Puis, tu sais, c'est sûr qu'on a eu des agences entre-temps. Fait que, ça aussi, c'est un changement là, quand tu as des agences. Oui, parce qu'il y a un sentiment d'appartenance qui est difficile de développer quand tu prends des employés d'agence, l'uniformité, la communication. Ça, c'est des intangibles que j'appelle, tu sais, de la culture d'entreprise. Oui, mais ça se quantifie pas. Quelqu'un qui reste, oui, il reste, mais on le voit aussi, ça. Tu sais, que les gens ont resté, sont meilleurs dans leur emploi, ils s'améliorent de jour en jour. Ça aussi, ça fait vraiment une différence. Puis, tu sais, il y en a beaucoup qui disent d'emploi manufacturier comme ça. Ah, ça change de poste pour 15 cents de l'heure, puis Oui, mais pas tant que ça. Si tu mets une culture, un horaire, une façon dont tu prends soin des gens, c'est pas... Tout le monde a besoin de payer son pain et son beurre, puis tout ça, puis une grosse différence. Mais c'est pas vrai que le monde change tant que ça pour... Pas tant que ça. Si ton environnement est pas bon, ouais, peu importe le salaire que tu auras. Là, l'excuse facile de dire « Ah, ben, il y a eu 25 cents ailleurs. » Exact. Mais 25 cents, quand tu t'en vas d'une organisation que tu sais pas comment il fonctionne, que ça va voir, je vais-tu perdre mes vacances, je vais-tu être le dernier à choisir mes vacances, etc. Des fois, c'est un gros bête qui sont pas prêts à prendre. Fait que, non. Il n'y a pas juste le salaire et les avantages comme facteur pas de motivation, mais de rétention des employés. Oui, puis tu sais, on a des gestionnaires qui sont quand même de proximité. Ils se parlent tous, ils connaissent tout le nom de leurs employés. T'sais, ça aussi, ça l'aide au niveau de la culture. Je pense qu'on a vraiment une belle culture d'entreprise. C'est boulangerie humanité. Ça dit c'est humain, c'est dans nos valeurs. C'est la première valeur dans nos valeurs. C'est vraiment important. Puis, moi, je le dis, les employés, c'est tous les piliers de l'entreprise, c'est tout le monde qui est là. On est tous ensemble pour que ça fonctionne. Là. Fait que c'est vraiment central. Là. Côté technologie, oui. Tu sembles avoir un intérêt. Là, on va se couper, mais tout dépendant de ça, tu as même une promotion qui s'en vient en lien avec les technos, mais tu m'avais parlé de... Tu n'avais pas de système, tu n'avais pas de technologie. Tu as parlé d'automatisation tantôt. Souvent, on évite à aller chercher... y a-tu des logiciels qui existent? Y a-tu des systèmes? Mais toi, tu as pris quelque chose qu'on avait déjà, qui existait déjà. Power Automate ou Power dans Power Teams, App. dans Power App. Écoute, tu me parlais de ça. Ouais. Là, j'ai fait, ben voyons donc, on a ça. Là, tu m'as fait chercher là-dessus. Là. C'est quoi cette patente-là? Oui, dans le fond, à un moment donné, quand on a grossi, on était rendu avec 4 usines. Moi, j'avais des dossiers papier. Fait que là, ça veut dire que j'avais 4 classeurs, plein de papiers, tout en ordre différent parce que c'était tous des papiers différents de différentes usines qui ont fonctionné différemment. Il n'y avait rien de standardisé. Fait que ça a été aussi mon processus de standardisation. C'était de faire un SharePoint. Fait que le SharePoint, c'est un peu une bibliothèque virtuelle, si on veut. Fait qu'on classe tous nos documents, tous nos dossiers, toutes nos choses par là. Puis, j'ai découvert Power Automate. C'est toutes des automatisations avec des logiciels Microsoft. Puis Power App, c'est un peu de la programmation pour faire une interface pour pouvoir rentrer des données, saisir des données. Ça, tu as ça dans la plupart des gens qui sont sur Microsoft. Moi, je savais même pas que je l'avais. Je l'ai dans... J'ai fait, on peut activer ça puis se faire des automatisations là-dedans. Exact. On l'a de base. Moi, j'ai une curiosité. J'ai toujours eu cette curiosité-là informatique. Des fois, les RH, l'informatique, ça va pas ensemble. C'est comme des maths, là, ça va pas trop ensemble. Mais moi, j'ai toujours été curieux. Puis moi, je le vois beaucoup en efficacité puis pour gagner du temps. Puis on l'a vu, ça a tout changé. Tu sais, quand tu crées un dossier, nous, je vais donner cet exemple-là pour comprendre. Là, on remplit un formulaire une fois en ligne, puis toutes les données vont se mettre dans mes différents fichiers. Comme, mettons, j'ai un Excel avec mes datas pour mes tableaux de bord. Ben, ça va toutes les mettre automatiquement, ça va tout inscrire mes données. Puis on les saisit une fois, mais ils se retranscrivent peut-être une dizaine de fois dans différents documents. OK. Oui. Fait que, tu sais, le courriel à la paie, bon, telle personne va rentrer ta journée pour d'ouvrir son dossier. Puis là, ça va envoyer des rappels la journée même. Tu sais, ça fait tout ce qui est des rappels qu'on oublie souvent dans le feu de l'action. Tu sais,
ça va vite, là. Fait que on est déjà rendu l'automne. J'ai l'impression qu'on est encore le printemps, là. Ça va tellement vite. Fait que c'est vraiment des choses qui te libèrent la tête, qui te donnent plus-value maintenant. Moi, je peux mettre une plus-value. Je peux prendre mon temps de jaser avec les gens quand je fais une entrevue. Je peux prendre le temps quand les gens rentrent. Fait que c'est vraiment... Ça change vraiment quelque chose de le faire soi-même aussi. Tu peux le personnaliser à ta façon. C'est ce que j'aimais moins des fois des logiciels qui étaient comme pour les... je vais dire généralistes. Là, les systèmes SIRH. Des SIRH de base. Ben, ce qui est le fun avec un Power App SharePoint, c'est que je le fais à ma façon. Puis s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas pour moi, je peux le changer. C'est sûr que, mettons, mon logiciel de recrutement, c'est un logiciel généraliste. Là. Parce que là, c'est trop des fonctionnalités que moi je connais pas. J'ai appris SharePoint puis Power App sur le coin d'une table. Je connaissais absolument rien avant de le faire. YouTube. Exact. Google est mon meilleur ami. ChatGPT, maintenant, est mon meilleur ami. Là, pour ça débug. Mais ça a vraiment tout changé là, au niveau de l'entreprise. Mais ce que j'aime de ce que tu partages aussi, c'est combien de personnes en entreprise n'ont pas le budget ou ils peuvent pas aller chercher un SIRH et tout. Ils gèrent avec 72 fichiers Excel. Puis là, on est comme un peu captif de « Ah, je suis prêt avec mes fichiers Excel, puis c'est donc tannant de retranscrire puis de remettre. » Puis là, on voit que la solution, c'est de s'en aller avec un SIRH puis s'embarquer dans une gestion de changement, aller convaincre son comité de gestion qu'il faut aller chercher d'un budget puis d'aller mettre ça. Alors qu'il y a des outils avec Power App, dans les mêmes fichiers Excel que tu es habitué, que tu peux te mettre, qui va te demander un peu de bisounage, là, puis de t'organiser. Je comprends que tu es peut-être plus à l'aise que certains, mais c'est quand même grand public. Oui. Puis dire, ben regarde, tu veux pas échanger mes fichiers Excel, mais c'est difficile pour moi de gérer ça. Qu'est-ce que je peux automatiser? Qu'est-ce que je peux faire pour... Moi, je trouve ça génial, ce que tu as mis en place. Vraiment, vraiment, vraiment. Ouais, je trouve aussi, tu sais, ça change vraiment complètement le fonctionnement de comment tu peux aller. Puis, tu sais, là, je vais parler de mon futur poste là, qui s'en vient. Ouais. Là. Mon titre officiel, ça va être directeur talent culture environnement parce que c'est une de nos valeurs. Puis, c'est mon département qui s'en occupe. Puis, je vais faire la transformation numérique au niveau de l'entreprise. Ça va te prendre des cartes d'affaires recto verso. Talent, culture, ça va m'en prendre pour différents secteurs. Ça dépend avec qui je parle. Mais c'est ça, fait qu'on va un peu, tranquillement, pas vite, intégrer le numérique dans les différents départements. J'ai encore des départements qui sont encore très papier. Ça va être le temps de faire la modification à ce niveau-là. Fait que on va vraiment l'intégrer partout. C'est vraiment le fun pour ça. Puis, comme tu disais, des fois, on se casse la tête à vouloir un logiciel SIRH là, qui coûte les yeux de la tête. Là. Mais des fois, c'est juste de s'asseoir et de dire c'est quoi mon besoin réel, c'est quoi mon besoin immédiat. Puis, moi, je dis toujours à quelqu'un qui veut changer de quoi au niveau numérique, là, assis-toi, tes 5 processus qui prennent le plus de temps, travaille sur ceux-là. Travaille pas sur le reste. Le reste, c'est inutile. Je veux pas dire que c'est inutile, mais c'est pas prioritaire. Tu prends ton processus d'intégration. Moi, ça prenait un temps fou de papier à écrire puis à imprimer qui finissait plus. Ben, ça a été le premier processus qu'on a changé. Puis ça a vraiment... Ça a fait même des économies au niveau de coûts. J'ai essayé beaucoup de... Fait qu'il a été un des... Comme il prenait beaucoup de temps, ça a été un des plus faciles. Ça a été plus facile de justifier. Ouais. Puis d'avoir un retour sur l'investissement, puis d'aller chercher une espèce de buy-in des gens, d'embarquer, puis de dire oui, c'est un projet de transformation qui vaut la peine. Exactement. Puis on le voit, là, ça aussi, ça démontre que des projets, des fois, ça change vraiment les choses au niveau de l'entreprise, puis on va l'appliquer à d'autres départements là, prochainement. On est presque rendu à la fin. Je prends 10 secondes de votre temps pour remercier encore une fois notre partenaire Ansia pour la réalisation de ce podcast Leader RH, puis de mettre en lumière des leaders d'ici. Puis, fait que là, dans ton rôle, là, tu vas toucher un peu plus, mais est-ce que c'est juste transformation numérique, point de vue administratif? Parce que dans les usines, ça se développe aussi, là, les automatisations, tout ça. Vas-tu toucher ce volet-là aussi? Éventuellement, je vais embarquer, mais je vais commencer avec l'admin pour s'assurer que tout est transformé numériquement maintenant, parce que il y a moins de dossiers papier déjà, on a fait beaucoup de changements, mais aussi, il va y avoir aussi des changements au niveau de l'usine, là, au niveau numérique. Là, il va y avoir eux, ils vont avoir peut-être pas tous des logiciels maison, là, parce que
j'ai une certaine limite au niveau de capacité informatique. Ouais. Mais il y a des choses, c'est sûr, qui vont tout être changées à ce niveau-là. Puis je l'ai fait déjà au niveau de la comptabilité parce qu'on avait des problèmes au niveau de faire les autorisations. C'était complexe parce qu'on est quand même beaucoup de personnes. C'était quand même complexe au niveau de ça. Fait qu'on a fait un logiciel maison pour tout faire ça. Là. OK. Les autorisations de facture. Oui, exact. Tout. Ouais, dans le fond, on se casse la tête des fois alors qu'on a des outils à portée de main et on est capable de le faire. Je trouve ça vraiment très brillant. Puis au lieu de te dire « Ah, je ne l'ai pas, je n'ai pas encore mon système. » Puis ça, des fois, il y a une étape avant la grosse solution où des fois aussi les gens visent là, ils m'ont autorisé, là, je le dois. Là, ils vont aller essayer de chercher la Cadillac ou la grosse affaire pour essayer de couvrir tous leurs besoins parce qu'enfin, ils ont dit oui pour avoir un logiciel. Mais là, ils se perdent en chemin, ils peuvent pas tout transformer. Faire des trop grosses bouchées. Ben, c'est ça, un éléphant, ça se mange par petites bouchées, pas une grosse bouchée d'une shot, là. Fait que, tu sais, puis des fois, c'est ça, c'est ces projets-là qui changent la donne. Puis, tu sais, des fois, on va trop gros, trop vite, hein. C'est pas mieux. T'sais, des fois, c'est prendre un pas de recul puis de voir vraiment ce qu'on a de besoin. Puis des fois, c'est de prendre juste des logiciels spécialisés. Comme nous, au niveau du recrutement, c'est vraiment spécialisé pour le recrutement, mais pas le reste. C'était le besoin pour nous. OK. Puis, tu sais, un nom m'a jamais arrêté là, parce qu'on m'a dit non, mon logiciel, je me suis dit, non, je ferai rien puis je vais continuer avec mes fichiers. Non. On va quand même trouver une solution. Parce que c'est encore ton problème. Ben, j'ai encore mon problème puis je veux que ça aille vite. Là. Je veux que ça soit efficace. Fait on cherche des solutions puis c'est là que j'ai tombé là-dessus puis Puis on voit, là, ça a fait des petits, puis ça va être à la grandeur de l'usine. Là. Et ça fait un petit quick win qu'on parlait tantôt. Tu justifies, puis là, tu gagnes en crédibilité, puis tranquillement, pas vite, ils te donnent des promus, puis t'as des titres longs de même. T'as des titres très longs. Quoi d'autre que sur ta table à dessin? C'est quoi tes prochains défis, prochains projets? Le prochain projet, je dirais que le numérique va prendre beaucoup de place dans la prochaine année. C'est aussi, les employés qui sont sous ma responsabilité, c'est sûr qu'ils vont avoir plus de responsabilité parce que moi, il faut que je m'en dégage un peu de certaines choses. Fait que ça va être de faire de la transmission de connaissances. J'aime vraiment ça, faire ça. Souvent, je le dis, là, moi, on m'a donné ma première chance la première fois. Premier emploi, on m'embauche, il n'y a jamais eu de ressources humaines, puis on me fait confiance là, quand même. Là. On m'a donné un peu... Vas-y, fais-le! Puis j'essaye de faire ça aussi avec les jeunes. Je vais donner l'exemple de Mégane, là, qui est mon employée. Ça va faire 5 ans qu'on travaille ensemble. Wow. Fait que, elle a toujours été là. Elle a fait du temps partiel. Elle est rentrée à l'université. Puis on a fini temps plein. C'était ta demi? C'était ma demi, ouais. C'était ta demi, OK. Ouais. Fait que, c'est avec elle que, puis elle est avec nous à temps plein. Puis elle a vraiment du fun avec nous. Fait que ça, j'aime beaucoup ça. Là. Transmettre des informations, former les gens, apprendre des choses, leur apprendre des choses. J'aime vraiment ça. Je te dirais, ça va pas mal occuper mes prochaines années. Faire des transformations numériques, ça se fait pas non plus du jour au lendemain. Oui, effectivement. L'IA, touchez-vous un petit peu? On commence un peu. C'est sûr que moi, j'ai pas beaucoup de connaissances là-dedans, mais c'est sûr qu'on embarque dans le train. On n'a pas le choix. Les gens qui embarqueront pas là, ils vont être en retard. Fait que, on embarque déjà. C'est sûr qu'on pense déjà intégrer les choses au niveau de l'IA. On ne sait pas trop encore comment, mais c'est sûr qu'on va embarquer avec ça. Là. Ça va nous aider. Là. OK. Ben, vraiment intéressant. Tu ne manqueras pas de défis. Tu vas avoir de l'apprentissage. Tu vas pouvoir transmettre tes connaissances. Ouais. C'est vraiment intéressant. Puis je trouve que, effectivement, ton histoire, des fois, les jeunes cherchent un titre, ils veulent agrandir ils sont à l'université, quand est-ce que je vais être DRH, quand est-ce que VP. Puis j'entends ça souvent, puis c'est une des raisons du podcast aussi. Ouais. Puis je trouve ça le fun. Ta première job, puis ça fait quoi, 2019, c'est 5-6 ans. Ouais. Puis garde, super progression. Ouais, puis j'aurais jamais pensé qu'aujourd'hui, à l'âge que j'ai, je ferais ça. Là. Moi, c'était une perspective d'emploi peut-être plus tard, là, peut-être après 10-15 ans. Mais c'est que je pense que quelqu'un m'a fait confiance, puis il m'a dit « On croit en toi, fait que vas-y. » Puis ça aussi, ça prend ça. Des fois, les gens, ils cherchent 25 ans d'expérience déjà. Ouais, mais attends, je viens de sortir de l'école. Je vais te montrer que je suis capable aussi d'en faire. Je connais pas tout, je connaîtrai jamais tout. Mais je pense, des fois, il faut donner la chance aux jeunes de montrer qu'ils en connaissent des choses. Puis oui, on fait des erreurs. Mais il faut assumer des fois que les gens font un peu des erreurs, mais on est là pour être accompagné. Quand j'ai fait des erreurs, ça m'est déjà arrivé.
j'avais quelqu'un qui me baquait, puis qui m'aidait, puis qui m'expliquait. Faut se souvenir de ne pas leur faire l'erreur, là. Faut apprendre. Mais c'est vraiment important d'accompagner les jeunes. Puis c'est ça aussi, tu sais, quand j'essaie d'accompagner, quand j'embauche des jeunes, c'est ça aussi, je me dis, tu sais, on a tout eu une première chance une première fois, ben il faut commencer quelque part. Tout à fait. Ben, génial. Hey, je nous fais atterrir doucement un petit jeu de cartes d'accueil-intégration. Tu rajouteras ça dans ton, dans ton processus d'accueil-intégration. Je t'invite à piger une carte, catégorie personnelle, puis à répondre, mon cher. Je la lis? Oui. Quel est ton meilleur souvenir du temps où tu étais aux études, peu importe le niveau scolaire? Ah. Ben, je vais dire, quand j'ai découvert que ça allait être les RH, mon emploi. Ouais? Ouais. J'aurais jamais pensé que c'était ça que j'allais faire dans la vie, mais je pense que ça va m'amener un peu sur gestionnaire, un peu, aussi en même temps. Je pense que le gestionnaire, c'est inné. Tu l'as à quelque part. Oui, on peut l'apprendre, mais je pense que tu as déjà une base à quelque part d'être gestionnaire. Puis je pense que ça m'a fait réaliser quand j'ai rentré en RH, j'étais peut-être vers ça que je devais aller. Puis c'est vraiment... C'est quand j'ai découvert que ça allait être ça, ma carrière, j'ai fait « Hey, ça va vraiment être le fun. » Ça va être... j'aime ça, je me lève le matin, je suis content d'aller faire ce job-là. Mais, moment, là, t'as fait comme... c'est ça. C'est ça. Puis ton père, tu disais, il était gestionnaire, fait que t'avais vu un peu... J'ai que vu ça dans ma vie, tu sais. Puis, mon père, il a été mécanicien, puis il est devenu gestionnaire avec le temps, mais je pense qu'à quelque part, il y avait ça. Puis, c'est un de mes plus beaux souvenirs, c'est vraiment ça, c'est d'avoir... Quand j'ai découvert que j'allais aller en RH. Merveilleux. Écoute, à t'entendre, t'es passionné, c'est super intéressant. Je te souhaite une super longue... On s'en reparlera dans une couple d'années. Faire une partie 2 d'une couple d'années. Merci infiniment, Alan. À bientôt. À bientôt, ça fait plaisir.